Bonjour à toutes et à tous, je suis Laura, Senior Trends Analyst au Hub Institute. Et à la différence de Xavier, j'ai plein de slides, du coup on va plonger tout de suite au cœur du sujet. Aujourd'hui, on témoigne d'une émergence de l'épuisement professionnel dans le monde du travail dans tous les secteurs. Et tout ça avec 30 000 personnes qui sont considérées en burn-out en France en 2024. Le chiffre, c'est quand même énorme. Et puis, on en parle depuis quelques années, un peu plus, mais c'est pas du tout un phénomène nouveau. Il a été décrit dans les années 70 comme une incapacité de ressentir de la joie après une longue période de travail intensif. Et c'était qu'en 2019 que OMS a finalement reconnu le syndrome comme un état psychologique qui est marqué par un épuisement mental et émotionnel, causé du coup par un stress chronique au travail qui n'est pas très bien géré. En tout cas, toute cette fatigue professionnelle pousse vers un désengagement des employés et surtout d'une nouvelle génération Z, qui a en fait une vision du monde qui est un peu en décalage avec le monde de travail traditionnel et qui s'exprime et qui n'ose pas le dire, surtout sur les réseaux sociaux où on voit énormément de tendances qui naissent autour de anti-work mouvement, ensuite lazy girl jobs, minimum Mondays, etc. En tout cas, cette génération est même prête à quitter leurs emplois si demain il y aura plus de possibilités de télétravail. Ils s'expriment sur les réseaux sociaux et ils montrent aussi qu'ils sont pas d'accord avec les règles traditionnelles et en même temps ils vont jusqu'à ridiculiser parfois même l'esthétique du monde corporate avec complètement utiliser les codes vestimentaires d'une autre manière. Également, là, il y a pas mal d'anglicismes, mais c'est aussi beaucoup de phénomènes qui s'inscrivent dans ce sens un peu négatif dans le ressentiment des employés, où surtout la nouvelle génération, on parle pas mal ces derniers temps de job hopping et de quitting after promotion, où on voit que en fait les moins de 30 ans aujourd'hui sont beaucoup plus à l'aise avec le changement de travail et qu'ils sont capables de changement beaucoup plus fréquemment l'entreprise. D'où ça vient? Est-ce que c'est un peu la fin de loyauté et la perte de ce lien entre les employés et les entreprises? Également, 29% des employés aux États-Unis quittent leur employeur dans le mois qui suit à une promotion. Et en même temps, tout n'est pas si noir. On voit que quand même cette nouvelle génération a aussi envie de montrer, pareil sur les réseaux sociaux, qu'elle est motivée, où on voit un nouveau mouvement Big Stay ou Loud Staying, où les jeunes veulent montrer à quoi ressemble leur journée au quotidien au travail, pour montrer qu'ils sont motivés, engagés et pour mettre en avant en fait leur passion pour leur travail. Mais en tout cas, les besoins restent similaires. On a tous besoin de plus de flexibilité, on a besoin d'un peu plus d'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Et d'un autre côté, en même temps, il y a cette poursuite perpétuelle de performance où, en fait, on demande toujours d'être plus efficace, d'être plus productif, et en même temps dans un cadre qui n'est pas forcément adapté et qu'il faut peut-être réinventer. Faut se poser la question, est-ce que cette nouvelle génération va révolutionner les modèles de travail et à quoi ça va ressembler demain? Est-ce que ça va passer par l'utilisation des outils de l'IA générative ou par exemple par des nouveaux modèles de travail avec la semaine de 4 jours ou autre? En tout cas, ça peut aussi passer par le monde de travail qui va être hybride et connecté. Et on voit qu'aujourd'hui, à peu près la moitié des employés estiment que le coût de se rendre au bureau l'emporte sur les avantages et que en fait, le retour au bureau qui est privilégié par les employeurs est un peu en décalage de ce que les employés ont besoin pour bien travailler sans subir les coûts financiers, temporels ou même énergétiques. En tout cas, cette omniprésence et adoption de télétravail massif a résulté, surtout en Île-de-France, en des millions de mètres carrés du bureau vide.
Est-ce que demain, on va essayer de réinventer les lieux de travail, les bureaux? Là, on voit Google, par exemple, qui partout dans le monde adopte énormément de nouvelles idées, comment réadapter les espaces de travail, les rendre plus fun pour attirer les employés pour revenir, ou en fait de juste adopter cette logique que les bureaux de demain ou d'aujourd'hui ne sont plus que ce qu'ils étaient avant. Est-ce qu'on va essayer aussi de les adapter aux valeurs un peu plus durables de nos employés? Et également, ce qui peut jouer un rôle assez important, c'est la technologie, bien sûr, où on peut assurer ce travail hybride et flexible, mais en même temps qui va être aussi efficace comme le travail au bureau, avec plein d'outils qui vont permettre de mieux gérer des projets, de communiquer à distance, de engager des employés ou de leur permettre en fait d'accéder à l'apprentissage autonome. C'est Slack qui nous disait dans une des dernières rapports qui sont sortis sur l'état de travail qu'en fait les employés qui sont moins productifs ont un excès de réunions, ne ressentent pas le soutien de leurs supérieurs, ou encore ils manquent d'outils et de technologies performantes. Et d'un autre côté, on a des employés qui sont beaucoup plus productifs et qui ont en fait un mode de travail beaucoup plus flexible, moins de réunions, plus de discussions pertinentes, etc. Et également les outils digitaux qui sont beaucoup plus adaptés à leurs besoins. Entre tous ces types d'émissions différentes qu'on a vu, le désengagement des employés aujourd'hui, on se rend compte que le sujet de recrutement est quand même un sujet assez important, et notamment concernant l'attractivité des entreprises aujourd'hui, avec par exemple l'émergence des freelances, des digital nomades, ensuite tout ce qui est un peu réimagination de contrats CDI qui perdent en fait de sa valeur qu'il avait il y a plusieurs années. Également, c'est aussi des recruteurs qui ont beaucoup du mal à recruter ces nouvelles générations qui sortent des études parce qu'ils ont en fait ils ont de nouvelles attentes et ils ont pas envie forcément d'intégrer ce monde de travail qui ne correspond pas à leurs valeurs. En tout cas, on peut essayer de les attirer de différentes manières. On peut favoriser le recrutement interne. On peut aussi réinventer un peu le recrutement, comme ce que c'était le cas de gendarmerie qui a recouru à Call of Duty pour recruter les futurs employés. On peut animer nos futurs collaborateurs. Je sais que Pernod Ricard, par exemple, ils organisent des afterworks pour recruter autour d'un verre. Et également, on peut travailler sa marque employeur et à la fin, une fois que le processus de recrutement est terminé, il faut en fait assurer que l'onboarding se passe très bien et que on garde en fait ces employés qu'on a réussi à recruter. En tout cas, ça peut aussi passer par l'IA qui peut beaucoup aider dans le recrutement, qui peut diminuer le temps de recrutement moyen qui est aujourd'hui de 50 jours à peu près. C'est aussi réinventer une expérience candidat prédominante qu'on a vu un peu tout à l'heure, mais il y a plein d'autres moyens pour le faire. Et c'est aussi vraiment travailler sa marque employeur sur tous les canaux et de toutes les manières possibles. Et on a un bel exemple de Decathlon, par exemple, qui, sur tous ses réseaux sociaux et même sur leur site, communique énormément sur le recrutement, sur ils donnent en fait plein de conseils comment réussir son processus de recrutement. Ils ont tout un profil dédié que à ça, un nouveau profil à part de la marque Decathlon sur Instagram. Et même sur leur site officiel, ils communiquent sur leur processus de recrutement pour aider les candidats à mieux réussir le processus, ce qui montre en fait qu'ils veulent vraiment fidéliser leurs candidats et les futurs employeurs parce que ils veulent montrer qu'il n'y a pas ce décalage, il n'y a pas de côté. En fait, on est tous dans le même bateau et on a un objectif commun. Et en fait, ils veulent un peu démystifier ce processus de recrutement et le rendre beaucoup plus accessible et beaucoup plus agréable aux candidats. Également, on peut recourir à plein d'autres possibilités pour proposer les différents avantages, plus de transparence, les différents types de congés qui peuvent attirer les jeunes aujourd'hui ou essayer de s'aligner avec leurs valeurs. On a parlé tout à l'heure des différents types de bureaux de l'avenir.
une des tendances dont on parle pas mal ce dernier temps, c'est le design biophilique des bureaux, où on voit de plus en plus de plantes, tout ce qui est un peu le vert, pour en fait essayer de recréer un lien entre la nature et l'employé. Et pour proposer aussi un espace de travail beaucoup plus agréable que les bureaux noirs et blancs. Également, ça peut passer bien sûr par le télétravail qui est devenu en fait une norme et ce n'est plus une option. Et également par la semaine de 4 jours qui peut vraiment attirer les potentiels candidats. En tout cas, cette semaine de 4 jours est un vrai levier de performance pour des employés, un vrai levier de revenus pour les entreprises et de bien-être de nouveau pour les employés. Et en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les modalités de la semaine de travail de 4 jours? Ça peut être la semaine de 32 heures ou la semaine de 40 heures compressée ou la semaine de travail flexible où, par exemple, on choisit quels 4 jours dans la semaine on va travailler, ou on peut repartir 36 heures de travail sur 4 jours ou accéder à une sorte de rotation des jours de travail. Ou, par exemple, proposer une semaine saisonnière durant certaines périodes de l'année. En France, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont déjà lancées, mais les exemples un peu les plus connus, LDLC, qui a réussi à enregistrer 39% de croissance de chiffre d'affaires avec le même nombre de salariés grâce à la semaine de 4 jours, parce que l'efficacité des employés a énormément augmenté. Également, c'est Welcome to the Jungle qui en communique pas mal et qui a aussi proposé le même modèle et qui est plutôt réussi. En tout cas, les avantages de la semaine de 4 jours sont vraiment nombreux. D'un côté, pour les employés et pour les équipes, c'est une flexibilité accrue. C'est aussi un équilibre entre la vie privée et professionnelle qui s'améliore. C'est aussi une réduction de l'impact environnemental qui peut en sortir. Et c'est aussi pour les entreprises un modèle avantageux pour déjà attirer les employés et renforcer leur attachement à l'entreprise, surtout avec tout ce qu'on a vu et un peu la fin de l'OIT. En tout cas, les Français sont plutôt favorables à la réduction de salaire pour une semaine de travail de 4 jours. Même un salarié sur 3 est prêt à diminuer son salaire de 5% pour accéder à une semaine de 4 jours. Après, c'est plus ou moins possible dans les différents métiers. Mais en tout cas, on a vu il y a 2-3 semaines l'annonce de Premier ministre Gabriel Attal qui a une idée quand même d'essayer de généraliser la semaine de 4 jours en France. On va voir ce qui va se passer. Et en tout cas, quel sera le chemin pour y parvenir? C'est de nouveau quelques insights des rapports de Slack qu'on a sélectionnés avec l'automatisation qui peut être un important vecteur de productivité et qui peut en fait ouvrir la voie vers la semaine de 4 jours parce que le temps que les salariés gagnent en moyenne par semaine grâce aux automatisations peut monter jusqu'à une demi-journée par semaine. Également, IA générative avec l'augmentation de productivité, 41% des employés qui sont les plus productifs intègrent l'IA dans leurs tâches. Et en même temps, 36% d'entre eux profitent d'un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. En résumé, pour demain, est-ce qu'on va passer d'un employé qui va plus devoir être un expert hyper pointu sur les sujets super précis, mais plutôt vers un généraliste qui va être capable de gérer les différents outils d'IA générative et d'en sortir des conclusions. C'est un peu ça, les sujets dont Emmanuel vous a parlé ce matin avec la plateformisation des différents outils d'IA et avec l'intégration de IA générative dans les entreprises. En tout cas, un des derniers sujets, mais pas le moins important, la diversité, l'équité et l'inclusion dans le monde du travail, avec à peu près 74% des employés français qui pensent que leur entreprise devrait s'intéresser beaucoup plus au sujet de diversité et d'inclusion dans l'avenir. La diversité, équité et inclusion ne devrait plus être une valeur rajoutée, mais plutôt intégrée vraiment dans l'entreprise.
En tout cas, les entreprises mettent en place pas mal de programmes pour favoriser l'inclusion dans le monde de travail. Orange, par exemple, qui forme ses managers sur les questions d'inclusion pour évaluer ses progrès en matière de diversité, ou Capgemini, qui en fait veut favoriser les employés de différentes origines ethniques et culturelles, et aussi les personnes handicapées, par exemple. Où on voit aussi que dans les questions d'inclusion, on parle pas mal des seniors aussi, où il faut revoir un peu les manières de travailler. Est-ce qu'on va réduire du temps de travail, aménager des conditions de travail, proposer peut-être une mobilité vers des postes qui sont moins pénibles quand on est un peu plus âgé, etc. Et puis un des derniers sujets, mais quand même très important, c'est en fait la place des femmes dans le monde du travail, avec la proportion de femmes en France parmi les dirigeants qui est que de 14%. On voit quand même qu'il y a pas mal d'engagements. L'Oréal qui essaie de proposer des programmes de mentorat pour les femmes, ou Renault qui propose, en fait, instaure des quotas qui visent à augmenter le nombre de femmes dans des postes de direction. En tout cas, pas mal d'efforts. Mais s'il y a de l'effort, ça veut dire qu'il y a quand même un problème qui reste. Si on regarde un peu les chiffres, une femme sur deux souffre de règles douloureuses et incapacitantes aujourd'hui. Et en fait, suite à une proposition de loi pour instaurer un congé menstruel en France, qui peut aller jusqu'à 13 jours d'arrêt maladie par an sans carence, les députés français ont testé un simulateur de règles douloureuses, et je vous laisse découvrir leurs expériences. Si on peut avoir du son juste pour la vidéo, s'il vous plaît. Ah, top. Ah la vache, c'est lourd. Waouh. Ah putain. Oh. Ça fait super mal en fait. Oh, stop. Oh, ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est chiant. Ah oui, c'est une douleur particulière, c'est particulier. Qu'est-ce que tu ressens là? Tu sens un peu les décharges? Oui. Waouh. Très désagréable. T'imagines faire une déclaration en cachant Pas trop là, non, pas du tout. Est-ce que tu vas essayer de lire l'exposé des motifs? Alors, mesdames, messieurs, en France, 15,5 millions de personnes. Entre 13 et 5 ans en même temps. Ah, ok. Sans menstruer, bordel. Les femmes et les personnes menstruées, ça fait mal quand même. Mais c'est bien cette expérience parce que ça nous permet D'imaginer. de mieux se mettre à la place. Non mais c'est horrible en fait. T'as l'impression d'avoir des petits coups de poignard en fait. Oui, enfin, tu vois, des en petits fait, coups c'est de... ce qui revient. C'est ce qu'il y a plein de femmes qui disent ça, c'est que parfois j'ai l'impression de se prendre des Ouais, coups de c'est ça. poignard dans le bas-ventre. C'est impossible de se figurer ce que c'est que la douleur, et par ailleurs, en le testant, je ne pense pas. Voilà, merci pour votre attention.